Donc juste pour resituer le contexte, hein, donc moi je travaille à l'ICB, au sein du département technique, analyse et instrumentation. Et je m'occupe donc des techniques d'analyse de surface, donc on est assez bien équipé. Hein, on a reçu un TOF cette année, hein, un nano TOF. On a depuis une dizaine d'années un XPS OG, donc, assez performant. On a reçu aussi tout récemment, il y a un mois à peu près, un profilomètre 3D à contact. Et puis, on est en train de remettre en route un vieil XPS, qui serait bien utile, parce qu'on commence à être un petit peu surchargé de travail. Et enfin, on vient de commander, on va recevoir l'année prochaine, un XPS à haute énergie avec une source chrome. Alors, on est deux sur le site, donc moi évidemment, et puis il y avait l'année dernière Colline Bernard-Nico, qui est resté un an vers nous, qui est reparti, et maintenant il y a Anna Christianiak. Alors quand je dis maintenant, en fait, elle commence lundi prochain. Mais voilà, quand elle va arriver, ça va un petit peu résoudre les problèmes de délai qu'on a en ce moment sur le service. Alors, je reviens, voilà un petit peu comment je vais présenter les choses. Donc c'est plutôt, on a des problèmes de profondeur d'information, on a surtout des problèmes de résolution en profondeur, parce que quand on utilise des faisceaux d'ions, on va pulvériser l'échantillon. Notre problème, c'est de savoir quelles sont les modifications de l'échantillon qu'on va induire par la pulvérisation. Donc je vais commencer par parler un petit peu des ions argon monoatomiques, tout le monde les utilise. Ensuite, les sources cluster, et puis ensuite les sources qu'on utilise spécifiquement pour le SIMS, pour présenter le nouvel appareil qu'on a, et puis les premiers résultats. Alors, on fait de l'analyse de surface, donc là, j'ai remis un petit peu les techniques d'analyse chimique qui sont disponibles. Donc, l'analyse de surface, ben, pour nous, c'est l'XPS, l'OG et le SIMS. Donc, on différencie le top SIMS, la machine qu'on a, et puis le SIMS dynamique, qui va être un petit peu meilleur en sensibilité. Donc, avec ces trois techniques-là, on arrive à détecter des concentrations relativement faibles. Hein. On est dans l'ordre du ppm, en limite de détection pour le SIMS. On peut avoir des assez bonnes résolutions latérales en OG. Hein. On peut descendre sur les machines les plus performantes à 10 nanomètres environ. Et puis, on a beaucoup d'informations chimiques en XPS et en SK. Donc, les trois techniques d'analyse sont complémentaires. Hein, et en général, on les utilise toutes les trois sur les échantillons pour avoir les informations chimiques, la résolution latérale et puis la sensibilité, avec des profondeurs d'information qui ne sont pas toutes équivalentes. Alors pour le TOF-SIMS, on a montré qu'il y avait 80% du signal qui provenait des deux premières couches atomiques, donc là on est vraiment très très surfacique. En OG, en XPS, on varie entre 3, 5, 6 nanomètres de profondeur d'information. Et puis j'en parlerai un petit peu après, avec l'XPS à haute énergie, on va pouvoir descendre à 10, 15, 20 nanomètres de profondeur d'information. Donc c'est pareil, en termes de profondeur d'information, on a des techniques qui sont très complémentaires et qui vont nous apporter différents renseignements sur différentes épaisseurs. Notre limite, c'est qu'on travaille sous vide, même sous ultra haut vide. Donc ça, c'est quand même un aspect qui est assez limitant, d'abord par la nature des échantillons qu'on va pouvoir passer pour qu'ils supportent le vide. Et puis, surtout par le fait que quand on est sous ultraviolet, il ne reste pas grand-chose, mais c'est 75% d'hydrogène. L'atmosphère est donc réductrice, et puis surtout pour la détection d'hydrogène, ça pose un petit peu de problème parce que l'hydrogène, en fait, on en voit tout le temps, même quand il n'y en a pas dans l'échantillon. Donc, en ce qui concerne la détection d'hydrogène, on n'est quand même pas très fort en SIMS, et on préfère mettre moins de deutérium quand c'est possible, parce que là, au moins, on n'a pas de souci d'environnement de la machine. Donc, je vais reparler un petit peu des interactions ion-matière. Donc là, on se trouve dans des gammes d'énergie qui sont bien différentes de celles qui ont été présentées dans l'exposé précédemment. Tout à l'heure, on était plutôt dans le méga-électronvolt. Nous, on travaille plutôt dans le domaine du kilo-électronvolt et même de la centaine d'électronvolts si c'est possible. Et les ions primaires qu'on va utiliser vont venir s'implanter dans l'échantillon sur des épaisseurs malgré tout relativement importantes au regard des profondeurs d'information qu'on a sur nos techniques d'analyse. Alors, on va commencer par les ions argon monoatomiques. Donc, on caractérise l'implantation par une profondeur d'implantation projetée. On projette en fait sur la direction d'incidence des ions primaires par rapport à l'échantillon. Alors, cette profondeur d'implantation, elle va être fonction de l'énergie des ions primaires, de la nature du matériau, de l'angle d'incidence des ions primaires et du numéro atomique de ces ions primaires également.
On peut les calculer, ces profondeurs d'implantation. Il y a un logiciel qui est disponible sur Internet, qui est libre, hein, c'est le logiciel SRIM. C'est plutôt un logiciel, un code de calcul qui est utilisé pour les gens qui font de l'implantation ionique dans les matériaux. Mais malgré tout, dans nos gammes d'énergie, on peut faire des calculs. Et là, j'ai fait quelques calculs avec des ions argon qu'on a l'habitude d'utiliser pour pulvériser avec nos techniques d'analyse. Donc 13 kV. On a des profondeurs d'implantation qui vont être de l'ordre de grandeur de quelques nanomètres. Je vais tracer la distribution des ions dans un échantillon de silicium ici. On est à, voilà, 13 kV à 0 degré, ça fait 19 nanomètres de profondeur d'implantation. Alors j'ai fait des calculs avec différents ions primaires ici, hein, de l'argon, de l'oxygène, du xénon, du gallium, pardon, du xénon et de l'argon dans du tungstène. Alors ce qu'on remarque bien, c'est que les profondeurs d'implantation, bah, au final, elles vont diminuer quand le numéro atomique de l'échantillon va augmenter, hein, quand on passe du silicium ici pour les 3 courbes en haut, au tungstène, on a une profondeur d'implantation qui diminue. Et puis, elle diminue aussi quand le numéro atomique de l'ion incident va augmenter. Tout en haut, c'est l'argon, hein, le plus petit qu'on utilise. Et puis ensuite, il y a le gallium, et puis ensuite le xénon. Donc, on peut faire varier ces profondeurs d'implantation pour essayer de les minimiser. Mais malgré tout, il faut garder à l'esprit qu'on va être dans une gamme qui va être, dans nos gammes d'énergie, entre 1 et 10 nanomètres de profondeur d'implantation. Donc ça, c'est des profondeurs qui sont supérieures aux profondeurs d'information qu'on a avec nos techniques d'analyse. Donc évidemment, quand on va implanter nos ions, on va modifier la composition de l'échantillon. On va déplacer les atomes du réseau de l'échantillon, on va créer des défauts, on peut aller jusqu'à une amorphisation, sur des épaisseurs qui sont supérieures aux profondeurs d'information en XPS, en OG. Donc quand on fait nos analyses en utilisant des faisceaux d'ions primaires, ben, on n'analyse pas l'échantillon tel qu'il était quand on l'a rentré dans la machine. On l'analyse après un phénomène qu'on appelle un phénomène de mélange atomique, qui est lié donc à l'implantation de ces ions primaires. Alors, là, j'ai représenté un exemple de profil sur une couche, ici, sandwich, hein, qu'on va essayer de caractériser en pulvérisant avec des ions primaires. Donc, le profil vrai de la couche, c'est celui-ci. Et si on fait, on considère le mélange atomique qui est lié donc, à l'implantation des ions primaires, eh bien, le profil qu'on va mesurer, ce sont des calculs, va correspondre à la courbe bleue. Donc, tout notre problème, c'est de savoir comment relier ce qu'on mesure à la réalité. C'est-à-dire comment on peut estimer la résolution en profondeur de notre machine. Donc là, il y a deux profils qui ont été faits sur des alternances de PiO2 et de titane métallique. Donc ce sont des films qui ont des épaisseurs de l'ordre de 20 nanomètres. Là, c'est un cliché thème. Et donc, on a pulvérisé avec des ions argon à 45 degrés d'incidence. En bleu, ce sont des ions argon de 3 kV d'énergie. Et en rouge, ce sont des ions argon de 500 électronvolts d'énergie. Et on s'aperçoit bien que le profil change. Et en particulier, enfin pour nous, ce sont des hautes énergies, hein, 3 kV, ben, on a un écrasement des alternances qui fait qu'on perd beaucoup en résolution en profondeur pendant la pulvérisation. Alors après l'implantation, il y a la pulvérisation, hein, les ions incidents vont s'implanter dans l'échantillon, vont céder leur énergie par des cascades de collisions successives, et s'il y a une collision qui s'arrête à proximité de la surface, on peut imaginer qu'il y a des espèces qui soient pulvérisées. Il y a 80% des espèces pulvérisées qui proviennent des deux premières couches atomiques, et la pulvérisation elle est caractérisée par ce qu'on appelle le rendement de pulvérisation, qui est une grandeur sans dimension, qui est le nombre d'entités pulvérisées sur le nombre d'ions incidents. Alors évidemment, le rendement de pulvérisation va aussi être fonction de la nature des ions primaires, de l'énergie, de l'angle d'incidence et de la nature du matériau pulvérisé. Ce rendement de pulvérisation, on peut l'estimer, le calculer avec le même code de calcul SRIM que celui qu'on utilise pour les profondeurs d'implantation. Il varie relativement dans une large gamme, puisqu'on voit là, avec différents calculs toujours sur le silicium, qu'on peut avoir des rendements de pulvérisation qui varient entre, on va dire, 1 et 10. Ça, c'est un calcul qu'on peut facilement faire et qui va nous permettre de calculer une vitesse de pulvérisation de l'échantillon qui va être liée à ce rendement
et qui va être surtout lié au courant d'ion primaire, ici JP, qui est le courant d'ion divisé par la surface balayée, et qui va aussi permettre de fixer le mode de travail en SIMS, parce que si on utilise un courant d'ion primaire relativement petit, on va travailler plutôt en SIMS statique et peu pulvérisé, alors qu'avec un courant plus fort, on va travailler en SIMS dynamique. Bon, ça, ce sont des calculs, on peut facilement les faire, après on peut faire des mesures. Le problème aussi, c'est que quand on pulvérise sur un mélange, ben, les rendements de pulvérisation sont rarement identiques pour les deux, dans un cas d'un mélange binaire, mais les différents éléments du mélange. Alors, dans le cas d'un mélange binaire, la A et B, ben, on voit qu'il y a aussi un rendement de pulvérisation de A qui est supérieur à celui de B. Pendant qu'on pulvérise, ben, on va en surface appauvrir la concentration en A, et évidemment, puisque c'est un mélange binaire, on va augmenter la concentration en B. Et ça, c'est vrai en particulier pour les oxydes. À chaque fois qu'on pulvérise un oxyde, on pulvérise plus l'oxygène que le cation, et du coup, on va le réduire. Donc, la pulvérisation, ça va également modifier la composition en surface de l'échantillon. Donc ça, c'est encore un nouveau problème. Après, l'autre problème quand on pulvérise, c'est qu'on va générer de la rugosité. Alors, de la rugosité qui va être liée à l'orientation cristallographique. Donc, si on a affaire à un matériau polycristallin, là, on voit après pulvérisation avec du césium, ben, c'est comme un décapage chimique, en fait. Hein, on trouve la structure. Et les vitesses de pulvérisation ne sont pas les mêmes d'un grain à l'autre. Et puis, par des effets de channeling, par exemple, eh bien, on peut créer sur le silicium monocristallin des ondulations. En faisant varier l'énergie, on voit là, par exemple, qu'à 13 kelvin, on va créer une rugosité qui est beaucoup plus importante qu'à 4 kelvin. Ce paramètre de rugosité, on peut aussi l'insérer dans un modèle. Voilà. Et en fait, c'est juste un élargissement du profil, donc je reprends la même couche, hein, le même sandwich, et il va y avoir une fonction de résolution qui va, en fait, qui correspond à une fonction erreur, qui va élargir le profil par rapport au profil attendu. Donc ça va se rajouter, évidemment, à la tonic mixing qu'on a observé déjà, hein, la rugosité induite, qui peut être aussi la rugosité initiale, hein, mais la rugosité induite va avoir tendance à élargir la taille du profil. Et puis finalement, il y a aussi une profondeur d'information, dont j'en ai parlé tout à l'heure. En XPS, par exemple, elle est liée au libre parcours moyen des électrons dans le matériau. Alors, on peut représenter ça sous la forme de loi de Beer-Lambert, hein, on a une intensité I0 qui va être créée à une certaine épaisseur de l'échantillon, et puis on va récupérer à la surface une intensité I. Ben, la courbe, enfin, l'évolution de ce I, elle y a une exponentielle en fonction de l'épaisseur et puis de ce libre parcours moyen du signal ici dans le matériau. Alors le libre parcours moyen, on va pouvoir l'estimer aussi, hein, il y a des logiciels de calcul qui nous permettent de le calculer. C'est le cas du logiciel TPP2M. En général, il est de l'ordre de quelques nanomètres dans les matériaux, en tout cas dans les matériaux inorganiques tels qu'on les analyse nous au laboratoire. Et on va injecter cette déformation, encore une fois, de la courbe de la résolution en profondeur en fonction du libre parcours moyen élastique dans le modèle. Donc on va ajouter l'atomic mixing, la rugosité induite et la profondeur d'information, de façon à essayer de recalculer des profils de concentration et d'essayer de simuler ces profils par rapport à ce qu'on mesure. Alors, au final, la fonction de résolution, c'est le produit de convolution de ces trois fonctions, libre parcours moyen, atomic mixing et rugosité induite. Et il y a des logiciels aussi, il y a un logiciel qui s'appelle Comprosys sur Internet, qui nous permet de faire ces simulations. L'idée, en fait, c'est, à partir des mesures, de savoir si on est capable de retrouver le profil vrai des éléments dans l'échantillon. Alors, je reviens un tout petit peu quand même sur les résultats qu'on obtient. Là, sont les couches qu'on regardait tout à l'heure de titane et des alternances de titane et d'oxyde de titane. C'est des couches qui font environ 20 nanomètres d'épais. Au niveau de l'élargissement avec le libre parcours moyen, on reste constant tout au long du profil. Au niveau de l'atomic mixing, on est à entre 1 et 2 nanomètres. Mais au niveau de la rugosité induite, on va quand même varier entre 3 et 5 nanomètres d'élargissement dit à cette rugosité induite. Et ça nous pose des problèmes, en particulier quand on a des échantillons qui sont initialement rugueux. Si on veut caractériser des couches qui font quelques nanomètres ou quelques dizaines de nanomètres d'épaisseur dans un matériau, et qu'on a initialement en surface une rugosité qui a quelques centaines, voire de nanomètres à quelques microns, bah évidemment, on va avoir du mal à la voir.
Alors, ce logiciel, il est relativement... Enfin, il fonctionne bien, sauf qu'on est obligé de citer courbe par courbe. Donc, en fait, Colline, qui était là chez nous l'année dernière, a refait une version de ce logiciel. Donc là, on travaille sur des alternances d'oxyde de niobium et de SiO2. Donc là, on a des couches qui sont, malgré tout, encore plus fines qu'avec l'oxyde de titane. L'idée, c'est d'essayer de les résoudre toutes. Donc ça, c'est un profil qu'on avait fait avec des ions argon de 2 kV. Bon, il se trouve qu'on mélange tout. Hein. Et si on travaille avec des ions argon de 500 électronvolts, ben on voit toutes les alternances. Et Colline a codé un logiciel qui permet de stimuler toutes les couches les unes après les autres. Okay. Donc c'est une version un petit peu évoluée de ce qui existe sur Internet. Alors, on retrouve les paramètres, donc là on est en Angstrom, on retrouve les paramètres de site. Là ici c'est la rugosité induite qui change. Ces valeurs de Z là nous donnent la rugosité induite par la pulvérisation. Et à la fin du profil, on se retrouve quand même avec une rugosité induite de l'ordre de 8 nanomètres. Donc ce qui fait, c'est toujours le même problème, s'il y a de la rugosité initiale dans l'échantillon, bon, on a beaucoup de mal à voir ces couches. Alors après l'argon, bah, il y a des sources cluster qui existent. Donc ça a commencé au début des années 2000. On a fabriqué des sources Fulren C60. Et puis aujourd'hui, enfin il y a déjà quelques années, sont très à la mode les sources cluster argon. On peut monter jusqu'à des gros clusters de 2500 atomes d'argon. Donc l'idée, c'est qu'au lieu que l'atome pénètre très facilement dans l'échantillon, en envoyant un gros cluster comme ça, on va avoir des profondeurs d'implantation beaucoup plus petites. Alors d'une part liées à la taille du cluster, et d'autre part aussi liées à l'énergie, parce que si on prend un ion argon à 500 électronvolts, ben, il y a 500 électronvolts par atome. Si on prend un cluster de 2500 atomes d'argon et qu'on l'accélère à 20 kV, quand il arrive, il y a 8 électronvolts par atome d'argon. Donc les profondeurs d'implantation sont liées à la fois au côté stérique et puis aussi à l'énergie de chaque atome qui va arriver sur l'échantillon avec beaucoup moins d'énergie. Alors ça marcherait, enfin, ça a relativement bien fonctionné sur certains échantillons. Voilà. Okay. Donc là, il y a un exemple qu'on n'a pas, c'est sur cluster au laboratoire, donc c'est tout ça dans la littérature. Mais là, il y a un exemple d'analyse XPS fait sur du PET. Donc en rouge, c'est le PET tel que reçu sans pulvérisation. On voit bien les différentes liaisons du carbone avec l'oxygène, la simple liaison ici et la triple là. Quand on commence à pulvériser, alors c'est en jaune, pas très bien, mais avec de l'argon monoatomique, on perd complètement l'information sur l'environnement chimique. Et puis si ensuite, après cette pulvérisation, on utilise les clusters d'argon, eh bien on retrouve l'environnement chimique du PET. Donc on arrive à creuser sans modifier l'environnement chimique de matériaux relativement fragiles sous l'effet de la pulvérisation. Donc ça marche pour certains échantillons. Pour d'autres, ça marche un peu moins. Là, c'est la pulvérisation de la couche de carbone de pollution sur une perovskite. Donc on voit les variations de la concentration en carbone à la surface avec de l'argon monoatomique, soit 1000 eV, soit 4000 eV, qui prennent quelques secondes comme on le fait habituellement. Et puis quand on utilise un cluster d'argon, eh bien on met plusieurs minutes pour enlever la couche de pollution. Donc en effet, ça garde la chimie, mais au final, ça ne pulvérise pas toujours. Et donc c'est des sources qui ont eu beaucoup de succès au moment de leur sortie commerciale et qui aujourd'hui sont quand même beaucoup moins utilisées. Maintenant, il y a une façon aussi de faire de l'analyse un peu plus en profondeur sans utiliser de source ion, c'est d'utiliser en XPS des rayons X un peu plus énergétiques. Donc c'est la machine qu'on va avoir l'année prochaine. Donc on va l'avoir avec la source chrome. Aujourd'hui, on a la source aluminium qui nous permet d'avoir en moyenne une profondeur d'information de 6 nanomètres. Avec la source chrome, on va pouvoir aller au-delà de 20 nanomètres, de telle sorte qu'en faisant de l'XPS angulaire avec l'aluminium jusqu'au chrome, on va pouvoir sonder des épaisseurs entre 1 et 20-25 nanomètres sans pulvériser. Mais bon, on a été aux sources ions, donc maintenant, je vais présenter la technique SIMS. Alors en SIMS, on envoie des ions, on va implanter ces ions, on va pulvériser, et puis on va analyser en masse les ions secondaires qui sont émis. Donc, soit, il y a 3 types de spectromètres, quadripolaire, magnétique et puis à temps de vol.
on utilise le spectromètre à temps de vol. Alors, entre l'implantation et la pulvérisation, on rajoute ici l'ionisation. Et l'ionisation, c'est ce qui nous embête le plus en SIMS, hein, parce que les taux d'ionisation, donc qui sont les nombres d'ions créés par entité pulvérisée, que ce soit en ions secondaires positifs ou en ions secondaires négatifs, vont être une fonction exponentielle dans laquelle on va retrouver soit l'énergie de première ionisation pour les ions positifs, soit l'affinité électronique pour les ions plutôt négatifs, et dans laquelle on va aussi retrouver le travail de sortie de l'échantillon. Alors pour les énergies de première ionisation et les affinités électroniques, il n'y a pas trop de soucis, hein. C'est des données qu'on connaît. Donc l'énergie de première ionisation qui est présentée ici montre bien que si on veut travailler sur des ions secondaires positifs, on va plutôt choisir les éléments qui se trouvent à gauche de la classification périodique, les alcalins ou les alcaniotéreux, et que les échantillons qui se trouvent à droite de la classification périodique, les halogènes, l'oxygène, le soufre, vont, avec des fortes affinités électroniques, plutôt donner des ions secondaires négatifs. Maintenant, ce qui est gênant, c'est le travail de sortie, en fait, qu'on ne maîtrise pas du tout, et qui va être fonction de l'environnement chimique. Donc là, j'ai juste représenté les taux d'ionisation en ions secondaires positifs pour du chrome, par exemple, pour une surface propre, c'est-à-dire un chrome purement métallique, et une surface recouverte d'une monocouche d'oxygène. On voit que le taux d'ionisation augmente d'un facteur 1000 entre les deux, de telle sorte que l'émission du signal CR+, va être plus de fonction de l'environnement chimique, de la présence d'oxygène par exemple, que de la concentration. Alors on retrouve exactement les mêmes problèmes sur les ions secondaires négatifs, hein, là c'est de l'or, une surface propre, une surface recouverte d'une monocouche de césium, on voit qu'il y a un facteur 20 000 entre les taux d'ionisation négatifs pour l'or, si c'est pollué avec du césium. Mais ça, on va l'utiliser pour choisir des sources d'ions très spécifiques pour le SIMS, donc il y a des nouvelles, l'oxygène et le césium, l'oxygène étant utilisé pour détecter les éléments qui se trouvent à gauche de la classification périodique, et le césium pour détecter les éléments qui se trouvent à droite de la classification périodique. Donc au final, voilà le schéma de la machine dont on a fait l'acquisition ici chez nous à Dijon. On va avoir une source gaz à la fois qui permet de générer de l'argon ou de l'oxygène, donc oxygène pour les éléments plutôt électropositifs, une source césium qui va nous permettre de détecter les éléments électronégatifs, et la source bismuth qui est la source d'analyse qui est pulsée et qui va nous permettre d'avoir les meilleures résolutions à la fois en masse et latérale. Donc le mode d'utilisation de notre TOF-SIMS peut en fait varier selon qu'on veut plutôt de la résolution en masse ou plutôt de la résolution latérale. Donc en fait ici on voit le faisceau d'ion qui est pulsé et qui arrive sous la forme d'un petit train d'ion. Si on laisse le petit train d'ion sans le toucher, on a à peu près un temps qui s'écoule entre le premier ion qui tape l'échantillon et le dernier sur le train de 10 nanosecondes. Donc évidemment, son temps de pulse va jouer directement sur la résolution en masse du spectromètre. On a la possibilité, si on veut améliorer la résolution en masse, de grouper ces ions dans un dispositif qui se trouve juste avant l'échantillon, qu'on appelle le buncher, et qui va nous permettre, au lieu d'avoir un temps entre le premier et le dernier de 10 nanosecondes, un temps de l'ordre de la nanoseconde, mais évidemment en élargissant un petit peu le spot à la surface, de telle sorte qu'on va perdre en résolution latérale. Alors, il y a un petit exemple ici. Voilà. Donc là, en haut, on est sur le mode haute résolution latérale, donc où on groupe les ions. Okay. Donc on voit que la résolution en masse est très très bonne, autour de 8000. Mais la résolution latérale est de l'ordre de 300 nanomètres. Et puis, en bas, on a le mode non groupé, où on a une résolution latérale qui est bien meilleure, hein, 60 nanomètres. On trouve la taille du spot et la résolution presque optimale de l'appareil, mais une résolution en masse qui est beaucoup moins bonne, avec un pic beaucoup plus large, avec une résolution de l'ordre de 800. Alors 800, il faut quand même noter que c'est beaucoup bien mieux que ce qu'on obtenait sur l'ancienne machine. Alors, je n'ai pas encore beaucoup d'exemples parce que la machine a mis quand même... Enfin, j'ai mis beaucoup de temps à la mettre en route. Mais là, il y a un exemple de profil sur des alternances de couches, des dépôts à propriété optique, des alternances de TiO2 et de MgF2.
Donc là, en fait, l'idée, c'est d'avoir la plus grande dynamique de mesure sans perte de résolution en profondeur. Et il y a un certain nombre de difficultés, parce que d'abord, l'échantillon est isolant électrique, et ensuite, il y a des interférences entre les ions MgF2 et TiO. Donc, avec notre machine, on pulvérise avec des ions, que ce soit césium ou oxygène. Donc là, on avait choisi les ions césium, donc on va regarder plutôt les ions secondaires négatifs. Et on fait l'analyse avec la source bismuth, là, à 30 keV, sur un petit carré de 50 microns centré au milieu du balayage. Donc là, il y a un spectre qu'on obtient. En chaque point de pulvérisation, en fait, on obtient un spectre, hein, avec une résolution de l'ordre de 4000. Pardon. Et si on fait un petit zoom sur les pics qui se trouvent autour de 62 unités de masse atomique, on s'aperçoit en fait qu'il y a deux pics, et la résolution de la machine nous permet de faire un profil sur le premier pic qui se trouve à 61, 97, 82, et de faire un second profil sur le second pic qui se trouve à 61, 94, 33. Donc on a une machine avec une résolution en masse qui est au-delà de plusieurs milliers, et qui nous permet de faire des différences sur la 4e décimale en unité de masse atomique. Donc voilà le profil sur l'échantillon. On voit très bien les alternances de TiO2, de MgF2 sur du verre, sans problème de charge particulier et sans problème d'interférence de masse, avec une assez bonne résolution en profondeur. Moi, je suis allé un peu vite, mais là, c'est le dernier exemple, c'est du titane grenaillé que j'ai passé la semaine dernière, donc de Luc, avec un traitement qui a été fait sous azote, enfin sous air, mais avec de l'azote 14 à gauche, et un traitement qui a été fait sous air sec, mais avec de l'azote 15 à droite. Donc là, on pulvérise avec des ions césium à 2 kV, et on suit les espèces qui nous intéressent. Alors les espèces caractéristiques de l'azote en ion secondaire négatif, c'est plutôt des ions moléculaires CN. Donc en jaune, ici, on a l'évolution de la répartition du C 12C14N dans l'échantillon traité sous air sec classique. Et puis ici, on a le même profil sur l'échantillon 15N-O16, avec en bleu l'évolution caractéristique du 12C15N. Et du coup, on arrive à localiser alors, les deux enrichissements en azote au niveau de l'interface entre l'oxyde et le métal. Mais là, on est en temps de pulvérisation. Si on compare les deux courbes, eh bien, on a un petit décalage entre le 14N qui se trouve ici et le 15N qui se trouve là, de l'ordre malgré tout de 1000 secondes. Alors l'idée, c'est de mesurer la profondeur du cratère une fois qu'on a fini la pulvérisation. Mais en réalité, la rugosité de l'échantillon qui est grenaillé, elle est de l'ordre de micron. Et les profondeurs de cratère, ils sont de l'ordre de plutôt, en tout cas, de quelques centaines de nanomètres. Et du coup, la mesure est difficile. Voilà. Enfin, pour l'instant, elle est impossible. Voilà. Donc, je suis désolé, je suis allé un peu vite, mais j'ai terminé avec ça.